parmi vous, il y a beaucoup de gestionnaires de caisses de pension. Vous demandez précisément qu'est-ce que vous allez faire demain, comment trouver de nouvelles sources de financement. Alors, taxer les robots, c'en est une. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens qui vont moins travailler ou toutes ces personnes, comme on l'a dit, qui seront indépendantes. Et pour ça, pour créer ces nouveaux modèles de prévoyance professionnelle, j'aimerais vous donner la parole, Nicolas Girardot. Édouard, comment vous parliez de cette prévoyance davantage individualisée? J'aimerais bien avoir vos solutions à vous, vos pistes de réflexion, Nicolas. Oui, merci. En fait, je vais simplement mentionner ici un anniversaire qu'on a souhaité en fait avec l'innovation deuxième pilier pour fêter les 20 ans. Donc à cette occasion, nous avons invité Monsieur Ambarchir, qui est un des grands acteurs des fonds de pension en fait dans le monde. Donc il a cette qualité où il connaît très très bien l'ensemble des fonds de pension, leurs mécanismes. Il est lui-même en fait membre de conseil de fondation d'une grande caisse en Suède. Donc tout d'abord, si on parle un petit peu de la prévoyance du futur, c'était aussi le but de cette séance, c'est que la solution de prévoyance comme on l'a en Suisse avec notre cadre de prestations minimales étendues et la loi sur le libre passage qui vient s'annexer, était à son sens l'une des meilleures solutions dans le monde. Donc il a aussi mentionné la Suède et les Pays-Bas. Maintenant, au-delà de ça, une question a été très largement débattue. C'était typiquement, on en a parlé ce matin, hein, l'espérance de vie, elle augmente. On n'a pas vu de fin d'ailleurs. Je ne sais pas si on pouvait continuer encore votre courbe. Mais alors, quelles sont les solutions qu'on a trouvées aujourd'hui pour pallier en fait à l'amélioration de l'espérance de vie? Donc, on l'a vu dans le modèle LPP 2020. On a aussi tous eu ces discussions au sein des différents conseils de fondation ou des commissions de gestion. L'idée, c'est de trouver un financement pour amortir en fait des éventuelles pertes qui seraient liées à l'amélioration de l'espérance de vie. Donc, la question qui a été posée pendant cette séance, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Jusqu'où un modèle de prévoyance peut être finançable et que ça soit acceptable pour les employés et pour l'employeur? Et puis là, typiquement, la réflexion qu'il a eue était un peu différente, et c'est aussi quelque chose qu'on voit aujourd'hui, c'est que le tiers cotisant, le rendement de la fortune aujourd'hui, on le voit nulle part dans les modèles qui sont mis en place actuellement pour réformer les assurances sociales. Et puis, alors que son nom le porte bien, c'est le tiers cotisant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit aider à financer les caisses de pension. Et puis, son idée, et d'ailleurs qui a été mise en place dans des très très grandes institutions, c'est en fait de professionnaliser les investissements au sein de ces grandes administrations. Donc typiquement, l'exemple qu'il avait pris, c'était une caisse de l'Ontario qui aujourd'hui génère le plus de valeur dans le monde entier depuis 20 ans. Donc elle a pris ce virage dans le sens où elle a internalisé toutes les professions d'investisseurs professionnels au sein de son institution. Et l'idée, c'est plus de souscrire à certains fonds, mais directement de créer elle-même ces fonds. Donc typiquement, on parle d'infrastructure. La Caisse de l'Ontario va elle-même mettre en place tout ce qu'il faut pour gérer elle-même la construction d'une route. Donc, c'est la caisse de pension qui se transforme en banque. Exactement. L'idée, c'est de professionnaliser, en fait, de rapatrier les compétences et de donner, en fait, à chaque caisse de pension des objectifs de gouvernance pour atteindre les objectifs de rendement qui ont été dessinés par leur plan de prévoyance. Donc, comme je disais, en fait, ceci n'est réalisable que si l'institution de prévoyance possède déjà et les compétences et une taille suffisante pour pouvoir absorber les frais qui sont liés en fait à la gestion de ces personnes en interne. Et là, alors typiquement, il a aussi sorti un chiffre. Alors il est on va dire de culture anglo-saxonne. Donc le chiffre, il nous a dit, c'est simple. Ensuite, aujourd'hui, vous avez à peu près 1800 fondations de prévoyance. Donc si on veut aller vers un modèle type Caisse de l'Ontario, donc ces méga institutions qui peuvent elles-mêmes développer leurs propres compétences, il parlait de réduire le nombre à 20 institutions de prévoyance en Suisse. Alors je vous laisse apprécier le chiffre final. Peut-être que ça vous fait trembler, en tout cas les caisses de pension qui deviennent des banques, pour autant qu'elles aient suffisamment de compétences et une taille critique importante. Est-ce que... alors,
vous n'êtes pas des spécialistes des caisses de pension, mais je ne sais pas si ça suscite parmi vous des réactions. Sinon, je vous propose de revenir à la deuxième option. En tout cas, peut-être qu'on va dessiner différentes options hein, pour nourrir vos réflexions. Cette idée d'avoir effectivement une prévoyance davantage individualisée, personnalisée. Peut-être je vous repasse la parole de voir comment vous en parliez au début de cette discussion. Comment ça pourrait fonctionner, votre modèle, puis après Nicolas Girardot complétera. Comme beaucoup de ressources humaines, j'ai plus de facilité à poser des questions qu'à apporter des réponses. Mais néanmoins, je rebondis sur plusieurs choses qui ont été dites. D'abord, je crois vraiment que l'individualisation va augmenter. Et même si les jeunes, et en particulier cette génération Z, hein, les tout jeunes, ils ont des amis dans le monde entier, vous le savez mieux que moi, ils sont très individuels sur beaucoup de sujets. Donc les réseaux les rendent très collectifs dans l'échange, dans le partage, ils partagent énormément de choses, mais quand vous leur parlez salaire, quand vous leur parlez de leur développement, ils sont très individualisés. Moi je crois, comme ça a été dit, que l'avenir est à deux mondes. Un monde de la grande structure, alors c'est peut-être caisse de pension, mais aussi entreprise, qui aura 15, 20 entreprises dominant le monde dans leur domaine et qui aura une multitude de petites entreprises indépendantes ou des petites sociétés SARL, pourquoi pas, mais en tout cas des indépendants. Je donne juste un chiffre, il y a actuellement, puisque dans les ressources humaines, on travaille beaucoup avec les sociétés d'outplacement, actuellement 20% des gens en recherche d'emploi choisissent l'indépendance, par choix ou par nécessité, bien sûr. Mais il y a quand même 20%. Mais je pense que ce chiffre va augmenter, et comme il va augmenter, il faudra qu'on trouve d'autres formes de prévoyance. Et c'est pour ça que je trouverais intéressant que Trianon devienne elle l'est déjà, mais la société de prévoyance où chaque individu va s'inscrire et vous allez nous accompagner tout au long de notre vie. Moi, je crois beaucoup à ça, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, j'ai encore pas entendu de politique amener ce genre de discussion. Vous êtes le premier, vous me faites plaisir. Et j'y crois beaucoup. Mais l'indépendant, oui, l'avenir est indiscutablement... On n'a jamais autant de licenciements que... Il y a des licenciements, mais vous ne vous rendez pas compte. Moi, je suis bien placé. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors, où va-t-on aller? Et pour l'instant, on ne les remplace même pas par des robots. Alors, quand les robots vont arriver, ça va être encore plus conséquent. Donc, voilà. Nicolas Girardot, alors comment concrètement ça fonctionnerait, cette prévoyance individuelle davantage personnalisée dont vous parliez tout à l'heure? Alors, comme je l'ai évoqué juste en début de débat, aujourd'hui, la prévoyance professionnelle, encore une fois, ça a une notion de salarié. Donc, ça veut dire que le fond, la base de la loi sur la prévoyance professionnelle est vraiment fait pour cette forme de rémunération. Maintenant, si le statut évolue et qu'on se dirige vers une société où on a une plus grande majorité d'indépendants, de freelance, ou peut-être il y aura encore même de nouvelles formes d'activité professionnelle, ben là, on va devoir réformer profondément. Donc, ça veut dire qu'il faut intégrer de manière concrète les freelances et les indépendants dans la loi, si on part du principe qu'on veut garder la prévoyance professionnelle avec son statut actuel. Alors, moi je pars de ce principe, donc on continue à garder la prévoyance professionnelle dans sa structure actuelle, donc on l'élargit, on intègre les freelances. Par contre, il faut trouver des solutions pour le libre passage. Donc vous l'avez mentionné, quelqu'un qui travaille 3 jours chez Nestlé et puis la fin de semaine chez ABB, il faudrait à chaque fois que les cotisations ou que sa solution de prévoyance soit le suivent, soit qu'elle soit bloquée quelque part, donc une fondation à part entière pour les indépendants. Donc ça pourrait être un système, ou alors, on en a aussi parlé, avoir un système où la personne peut choisir sa fondation. Donc là, vaste débat politique, ou, je pousse le bouchon encore plus loin, si maintenant l'idée c'est d'avoir de l'individualisation à l'extrême, pourquoi est-ce qu'on a besoin du deuxième pilier? On a le troisième pilier qui pourrait aussi satisfaire à ce genre d'objectifs pour les indépendants. On garderait le premier et le troisième? Alors là, on se pose très très loin maintenant.
Si on est dans Parce que cette ça, c'est le situation... grand rêve de la gauche, hein, de supprimer le deuxième pilier et puis de tout concentrer sur le premier. Alors, effectivement, tout est possible, mais là, on est vraiment dans des choses très théoriques. Mais si on va dans cette direction, il n'est pas non plus impossible qu'entre-temps, on ait développé un système de revenu universel. Et puis là, je me pose la question aussi de la nécessité du premier pilier. Donc, Alors, la transition est toute trouvée parce qu'Aline Izzo est quelqu'un qui soutient le revenu de base individuel, je crois. Inconditionnel, excusez-moi. Alors, juste avant ça, j'aimerais revenir sur un point qui a été dit, parce qu'effectivement, avec le changement de statut ou avec une augmentation du nombre d'indépendants, il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est l'information et la sensibilisation au sujet de la prévoyance. Moi, je me suis mise à mon compte à 25 ans. J'avais absolument, évidemment, pas en tête ma retraite, comme plein de gens à 25 ans. Et du coup, pour rien cacher, oui, j'ai cotisé à l'AVS, j'ai fait un troisième pilier lié, parce que je suis une gentille fille et j'ai écouté mes parents. Mais le deuxième pilier, autant vous dire que c'était le cadet de mes soucis à 25 ans, c'est évidemment un sujet qu'on aborde à aucun moment dans son cursus scolaire, professionnel, apprentissage universitaire. On ne vous parle jamais de votre retraite, ni on vous sensibilise aux diverses possibilités, à ce que ça implique pour vous. Donc je pense qu'à partir du moment où on dit il y aura plus de responsabilités individuelles, où on a un système où finalement on se prend en charge soi-même, ça va aussi avec une information qui soit accessible à tout le monde et de la sensibilisation. Ça fait partie finalement des outils ou des compétences qu'on doit avoir si on veut se lancer en indépendance et de comprendre les implications sur sa retraite future, si tant est qu'il y ait d'ailleurs une retraite à un moment donné. Du coup, c'était la question, c'est le RBI, c'est ça. Oui, pardon. Comme autre exemple possible pour répondre à l'évolution de la société. C'est assez compliqué parce que le RBI, on a voté dessus il n'y a pas très longtemps en Suisse, ça n'a pas vraiment passé, quoique j'étais déjà très étonnée du score pour dire que c'est la Suisse. Donc on avait pratiquement un tiers des gens qui envisageaient cette possibilité. Et puis le problème du RBI, c'est qu'on retombe sur un souci de financement. Alors, moi, j'ai ma petite entreprise aujourd'hui. Je vois ce qu'a montré le professeur Vaner de chiffres démographiques, notamment sur les départs à la retraite des 1945-1975 et ceux qui vont financer ces générations-là. Si c'était une entreprise et qu'on me dit le modèle d'affaires c'est ça, je ne conseillerais de pas monter l'entreprise au vu du nombre de personnes qui vont financer pour le nombre de personnes qui vont partir. Donc ça paraît effectivement économiquement pas très viable, mais on a le même problème avec le RBI, c'est le financement du RBI, c'était le gros sujet, parce qu'on enlève volontairement ou involontairement toute une partie de la discussion qui est le travail invisible, dont vous n'avez pas forcément parlé, mais qui rejoint aussi la partie des robots, qui est le travail que tous, consommateurs, internautes, nous produisons chaque jour dans l'économie numérique et qui n'est absolument pas rétribué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous participe à créer de la valeur, certes virtuelle, mais bien réelle pour Google, pour Amazon, pour TripAdvisor, pour Airbnb, et que ce travail-là, tout comme le travail des personnes qui développent des applications et qui les posent sur l'App Store, sur lequel Apple prend 30% de commission, qui est un super modèle d'affaires également, n'est pas reconnu aujourd'hui comme un travail qui doit être rémunéré. Donc moi, ma position, c'est de dire, si on payait les gens pour le travail qui est fourni, qui aujourd'hui est un travail digital dans la plupart des cas, mais comme les femmes à la maison qui travaillent et qui ne sont toujours pas rémunérées non plus, eh ben, peut-être qu'on arriverait à trouver un système de financement, que ce soit par le travail invisible, que ce soit par la manne financière générée par nos données, puisqu'on sait à peu près ce que ça représente, je crois une trentaine ou une quarantaine de milliards de dollars qui sont faits sur le big data, mais je vous rappelle que le big data, c'est nous, donc on ne touche rien sur ça. Comme ça fait à peu près 50 ans qu'on parle de la taxe Tobin et qu'elle n'a jamais passé, je me dis qu'on n'est pas prêt de faire passer une taxe sur les transactions liées aux données et encore moins sur le travail digital. Mais le RBI serait totalement finançable à mon sens, sauf que ce n'est pas sur ça qu'on a envie de discuter, je pense, la taxe aujourd'hui. Tobin, c'est taxe sur les transactions financières, Oui. pas encore
la taxe sur mais qui date d'il y a 50 transactions ans et digitales. qui n'a jamais passé. Donc il y a du travail en Il y a termes de beaucoup de projets sensibilisation. révolutionnaires qui ont pas passé, effectivement, en tout cas pas passé en Suisse, parce que on veut, avant de passer la parole à vous, mesdames et messieurs, qui nous écoutez sagement depuis bientôt 45 minutes, j'aimerais encore juste vous entendre, Monsieur Auberson, sur le revenu de base inconditionnel. Ça vous parle, Oui. ça? Tout à fait, j'aimerais aussi rebondir sur ce qui a été dit. Il y a une autre piste, c'est vrai, dont on n'a pas parlé, qui rejoint aussi celle des robots, mais qui va peut-être plus loin. Pour moi, alors, une autre modalité de financement, c'est par exemple la TVA, parce que la TVA frappe le consommateur, donc peu importe où il se trouve, et peu importe surtout où l'entreprise se trouve. Et vous avez, dans ce contexte-là, un des grands sujets à étudier en ce moment, c'est la taxation de l'économie digitale. Comment même l'Union européenne, l'Estonie notamment, a donné ça une de ses priorités. Et vous avez déjà des idées qui ont été mises en œuvre. Par exemple, l'Inde est assez novatrice sur ce sujet. Ils ont introduit ce qu'ils appellent Equalization Tax, qui est donc une taxe sur les paiements qu'un consommateur en Inde paye, par exemple, justement, à une entreprise digitalisée, donc le commerce électronique. Une taxe de 6%. Et alors, très habilement, les Indiens, j'étais justement à un congrès il y a quelques jours au Brésil sur ça, on leur a dit, mais attendez, il y a les conventions de double imposition, comment vous allez faire ça? Et le ministre indien de répondre, ah non, mais it's not an income tax. Donc, ce n'est pas un impôt sur le revenu, donc on n'est pas soumis aux conventions de double imposition. Ce qui, entre nous, est assez discutable. Mais donc, il y a des solutions. Et ça, c'est une piste aussi, effectivement. Je pense que c'est une des grandes lacunes du système fiscal mondial aujourd'hui. C'est tout le secteur de l'économie digitale. Vous avez effectivement nous qui fournissons les données, mais en plus, vous avez des bénéfices énormes qui sont effectués et qui aboutissent finalement auprès du siège, qui est la plupart du temps américain de ces sociétés, alors que franchement, on devrait répartir beaucoup plus équitablement ces bénéfices. Et peut-être du même coup aussi contribuer aux revenus De base inconditionnelle, le fameux RBI. Philippe Vanner. Si on cherche peut-être des solutions au premier ou au deuxième pilier, enfin, le système de solidarité étatique, j'aimerais juste peut-être, mais je suis assez utopique en fait. C'est bien, vous pouvez, Oui. vous n'êtes pas Alain Berset. Ok. Très bien, revenir en fait à la base du système qui a été instauré à la fin du 19e, début du 20e en Europe. Pourquoi? Parce que les solidarités familiales étaient en train de s'effriter. Et effectivement, si vous comparez par exemple avec l'Afrique n'a pas un système de caisse de pension qui est aussi fort que dans les pays européens, et plus encore en Suisse. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où effectivement, pour des raisons démographiques, d'espérance de vie, etc., d'autres raisons, eh bien, le système est en train d'être affaibli. Et je me demande si une solution, ce ne serait pas effectivement un retour vers une solidarité familiale qui se fera de toute manière, en fait. Parce que si Vous effectivement... êtes très utopique. Voilà, ok. Je voulais quand même le dire.